Cette semaine, on a eu la chance de parler à Christina Michaud, députée de la circonscription d'Avignon-Lamétis-Matane-Matapédia, et on fait un résumé de qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Christina, tu as déposé ton premier projet de loi à la Chambre des communes à Ottawa. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. En fait, c'est un processus assez particulier, là, le dépôt de projet de loi. On s'en était déjà parlé. J'avais été pigée 4e sur 338 députés pour le dépôt d'un projet de loi privé. Donc, comme je suis porte-parole en matière de changement climatique, j'ai tout ça à cœur, bien entendu, le projet de loi que je voulais déposer concernait l'environnement, les changements climatiques. Alors, ça avait été déposé en février dernier, mais bien entendu, il y a eu la fermeture du Parlement à cause de la pandémie. Par la suite, il y a eu la prorogation du Parlement à cause que le gouvernement libéral voulait mettre We Charity sur le tapis puis que tout le monde oublie. Et on a dû recommencer à nouveau tout ça. Donc, c'était la deuxième lecture, en fait, du projet de loi. Donc, 1 heure de débat pour la deuxième lecture. Alors, ça commence avec moi qui fait un 15 minutes, qui présente le projet de loi en chambre, 5 minutes de période questions-réponses de la part de mes collègues. Puis après ça, pendant le reste de l'heure, c'est des collègues qui sont porte-parole en changement climatique, eux aussi, des autres partis, qui font un 10 minutes sur mon projet de loi. Ils disent leurs commentaires, comment ils voudraient le modifier ou quoi que ce soit. Puis, un peu plus tard, il y aura la deuxième heure de débat de la deuxième lecture. Donc, un peu la même chose, des discours de 10 minutes, tout le monde en parle. Et après ça, il y aura un vote. Alors là, si c'est voté oui en faveur, eh bien, le projet de loi s'en va en comité parlementaire et là, il sera étudié. Ce sera possible de faire des amendements, de recevoir des témoins qui viennent dire pourquoi ils changeraient le projet de loi ou des fois, c'est une question de virgule. Là, les gens veulent changer la tournure de la phrase pour que ce soit entendu de telle façon. Bon, alors c'est des heures et des heures de débat, mais tout ça pour dire que le cœur de ce projet de loi, c'est pour forcer le Canada à se responsabiliser en matière de climat. Donc, il s'est engagé à l'international en 2015, si je ne me trompe pas, avec l'accord de Paris et beaucoup d'autres pays qui ont signé cet accord. Mais tant et aussi longtemps que ça ne devient pas une loi dans le droit interne canadien, eh bien, ça ne l'oblige en rien à suivre les recommandations et d'atteindre les objectifs. Alors, c'est un peu ça le but. C'est un projet de loi qui est hyper simple, qui est pas trop long, qui est bien rédigé. Et c'est ça. En fait, ce qu'on demande au gouvernement, c'est de suivre ses engagements, d'atteindre les cibles de réduction des gaz à effet de serre et de le faire en étant transparent, en montrant quel est le plan d'action, en montrant quels sont les mécanismes de réduction. Alors, bonne nouvelle jusqu'à maintenant, en tout cas pour avoir discuté avec plusieurs députés des autres partis, c'est assez bien reçu, même de la part des conservateurs, ce qui est assez surprenant. Là, on les entend souvent parler de pétrole, mais non, il y a une écoute attentive quand même. Alors, je suis bien confiante que mon projet de loi pourrait passer à la prochaine étape et ça arrive vraiment pas souvent là, pour un projet de loi de député de l'opposition déposé comme ça. C'est ton premier avis aussi. Là. Exactement. Donc, ça augure bien. Je continue de travailler dans l'ombre là, avec des députés de chacun des partis pour essayer de vendre ma salade, si tu veux, pour que le projet de loi passe. Et c'était une priorité du Bloc québécois aussi de déposer une loi sur la responsabilité climatique et une priorité de plusieurs partis et même des libéraux. En fait, c'était une de leurs promesses de campagne électorale. Alors, s'ils le faisaient pas, bien, ils ont promis qu'ils allaient le faire. Ils ne l'avaient toujours pas fait 1 an après le début du mandat. Donc, je l'ai fait. Puis, j'ai hâte de voir où ça va nous mener. C'est quand même beaucoup de pression, présenter un projet de loi, déposer. Puis, mais j'avoue que je trouve que comme premier c'est quand même parler de l'environnement. Je veux dire, c'est quand même, tout le monde est un peu d'accord qu'on veut que la planète Terre va bien. Là. Donc, c'était quand même un premier projet de loi. J'imagine pas trop de pression à déposer quand même, à part les conservateurs qui n'étaient pas sûrs. Oui, exactement. Bien, en fait, c'est les libéraux qui s'avancent le moins en ce moment. Là. Ils disent pas trop leur couleur, puis ils se gardent ça jusqu'à la fin, j'ai l'impression. Donc, même si c'est quelque chose qui pensait déposer, ils préfèrent toujours quand c'est le gouvernement qui le fait et non quelqu'un de l'opposition, là. Bon, pour une raison qu'on ne peut expliquer. Mais quand même, l'ouverture est là, puis je suis bien confiante que ça puisse se rendre à la prochaine étape et ce serait un assez bel exploit là, quand même d'avoir même juste le premier vote, là, que le projet de loi s'en aille en comité, des fois, ça ne se rend pas toujours là. Donc, félicitations, c'est un beau projet aussi. Oui, je pense que c'est assez consensuel, comme tu as dit. Tout le monde a une conscience environnementale, puis on est rendu là. Plusieurs pays progressistes ont des lois climat et le Canada n'en a pas encore, donc il est plus que temps. Oui.
En tant que première députée fédérale femme de la circonscription, j'avais vraiment envie de te demander qu'est-ce que tu penses de Kamala Harris, qui est la première vice-présidente femme encore. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire des États-Unis. Oui, c'était une super belle journée quand on a appris cette nouvelle-là. Vraiment, un soulagement, premièrement, là, de voir que c'est Biden qui passait et non Trump à nouveau. Mais de voir qu'il était tout au long de la campagne accompagné de cette femme-là, qui est une femme forte, qui a parlé avec son cœur tout le long de la campagne, qui a parlé au nom des minorités, des femmes, de plusieurs personnes. C'est assez impressionnant de la voir aller. Et moi, j'ai adoré son discours. Là. Je ne sais pas si tu l'as regardé. Elle dit qu'elle sera certainement la première femme à occuper ce poste-là, mais certainement pas la dernière, puis que ça donnait un beau message d'espoir aux jeunes filles qui écoutaient ça. Et c'est tellement vrai parce que ça prend des modèles comme ça. Et j'ai vu une image qui a marqué les esprits. Là. C'est les photos, les petits carrés de photos de chaque vice-président américain depuis le début. Et on voit que c'est la seule femme, la première. Et c'est tous des hommes blancs, évidemment. Et la première femme noire asiatique. Alors, c'est magnifique de voir ça. Et bien entendu, le parti pris, là, démocrate, on s'en doute. Là. Donc, je pense que pour les relations avec le Canada, ce sera bien. On a beaucoup tanné Michelle Obama à être la prochaine première ministre. Puis je trouve, je sais pas, quand je l'ai vu arriver, elle me rappelait Michelle Obama. Je sais pas pourquoi. Puis aussi, qu'est-ce qui est vraiment intéressant par rapport à ça, c'est que effectivement, c'est la première femme vice-présidente, mais aussi de couleur noire. Puis par rapport à ce qui s'est passé dernièrement, on le sait, là, par rapport à George Floyd, ça envoie vraiment un beau message. Vraiment. Ça fait 25 ans que le référendum a eu lieu en 1995. Puis bien sûr, j'ai envie de savoir, le Bloc québécois a envie de dire quoi par rapport à ça? Bien, je vais parler au nom du Bloc québécois, bien entendu, mais aussi au nom d'une jeune députée souverainiste, indépendantiste, parce que ça fait pas du tout partie de notre génération, ce moment-là, le référendum. On l'a à peu près pas connu, on a entendu parler un petit peu, c'était pas nécessairement dans nos livres d'histoire, donc on est vraiment ailleurs de ça. Et c'est ce que j'ai eu cette réflexion-là. Le Québec a tellement changé depuis 25 ans, et nous aussi, mais ça rend pas le projet moins légitime. Et l'un des arguments préférés pour la souveraineté que j'ai, c'est la question environnementale. Puis j'en ai parlé, si vous avez la chance d'aller voir mon discours, justement, quand j'ai présenté mon projet de loi, je l'ai mentionné, le Canada est un pays pétrolier et il va continuer d'exporter du pétrole pendant des années. Donc, si on veut tirer notre épingle du jeu en tant que nation, le Québec, qui est un exemple à l'international en matière d'énergie verte, d'hydroélectricité, etc., je pense que c'est un bon argument pour la souveraineté qu'on peut tirer notre épingle du jeu à l'international en étant ce qu'on est, parce que malheureusement, le Canada ne sera jamais un pays vert, alors que le Québec peut très bien l'être. Alors, j'essaie toujours d'avoir un petit peu cet argumentaire-là quand je parle de ce projet-là aux jeunes, parce que je pense que c'est tout à fait encore légitime. Il suffit juste de se donner les moyens d'agir. Puis c'est un beau projet encore, mais il faut en parler davantage. Je pense qu'on n'est pas assez conscient de qu'est-ce que ça représente et ça fait beaucoup peur, cette question-là. Les gens sont assez conservateurs dans leur bien-être, je dirais, puis se disent, bien, on est bien comme ça, pourquoi changer? Mais non, il y a plusieurs avantages à le faire. Puis c'est dans mon mandat pour la prochaine année d'en parler un petit peu plus puis de vulgariser un petit peu la question de l'indépendance. Oui, parce que tout est dans l'information. Les jeunes, bien, notre génération, nous, on va se le dire, on a la même âge, on est peut-être moins informés. Puis justement, tu n'étais pas votre site, pas le Bloc québécois, toi, je pense que tu voulais mettre un onglet vraiment expliquer c'est quoi le référendum, la séparation finalement, pourquoi vous voulez la séparation avec le Canada. Oui, en fait, je vais sortir mon site web tout prochainement. Okay. J'ai fait affaire avec une entreprise de Matane, Cube Noir, qui est une entreprise super innovante, dynamique. C'était super de travailler avec eux. Et ça va être en ligne sous peu. Puis c'est surtout pour suivre mes engagements. Qu'est-ce que je fais au jour le jour? Il y a beaucoup de communiqués de presse, les médias les voient, mais bon, les gens plus ou moins. Donc, les nouvelles, qu'est-ce qui se passe à Ottawa? Qu'est-ce qui se passe dans le comté? Quelles sont les nouvelles? Et justement, une espèce d'onglet sur mes engagements, ceux que j'avais eu en campagne électorale, ceux qui ont été réalisés, ceux qui sont en cours de route, les nouveaux qui se sont ajoutés et, bien entendu, une partie sur qu'est-ce que la souveraineté, pourquoi c'est important, puis quels avantages il y a
à la faire. Donc, ce sera bientôt en ligne. Oui, c'est intéressant parce que souvent, les communiqués de presse, effectivement, il faut que tu le lises, puis c'est long. Donc, séparer ça un peu en points, comme qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qui a été réalisé, c'est vraiment une très bonne idée. Le fédéral avec Air Canada, là, on est un peu mêlés. Qu'est-ce qui se passe par rapport aux aéroports régionaux pour nous, là? Voilà. C'est un peu mêlant, en fait. Ce qu'on attend, c'est un plan pour soutenir l'industrie aéroportuaire ou aérienne, le transport aérien. Et Marc Garneau a été plutôt discret tout au long de la pandémie. Là, on l'a plus ou moins vu investir. Transport Canada, encore une fois, là, dans la baie des Chaleurs pour le quai de Miguacha. Transport Canada dit qu'il n'y aura pas d'argent avant 2022, qu'il n'y a plus d'argent dans le fond. Donc, c'est jamais vraiment des bonnes nouvelles quand on parle de Transport Canada au final. Et là, il y avait une proposition qu'on avait faite depuis longtemps, parce qu'il y a des gens de la Matapédia de partout dans le comté qui m'avaient écrit pour me dire, écoutez, moi, j'ai acheté un billet d'avion pour aller en voyage avant la pandémie. Bien entendu, ça a été annulé avec la fermeture des frontières. Et j'ai soit pas été remboursée, soit obtenu un crédit, mais les gens veulent revoir la couleur de leur argent et c'est bien compréhensible. Et on voit que le gouvernement veut continuer de subventionner les grandes compagnies aériennes sans les obliger à quoi que ce soit. Alors, c'était une de nos demandes au Bloc québécois de dire, bien, attendez, si vous voulez recommencer à subventionner les compagnies aériennes, bien, il faudrait au moins que ces compagnies-là s'engagent à rembourser leurs clients, parce que c'est l'argent des contribuables au final. Oui. Donc, c'est une proposition qu'on avait faite il y a quand même plusieurs mois. Et là, Marc Garneau, cette semaine, a annoncé que c'était une possibilité, qu'il considérait la chose et que ça allait faire partie de son plan pour soutenir l'industrie. Mais ce qu'on constate, c'est que son plan, qu'on ne connaît pas encore les détails, serait pour subventionner les grandes compagnies aériennes. Et là, malheureusement, c'est pas ce qui assure la survie des petits aéroports régionaux. Il y a eu une baisse d'achalandage, ça c'est certain, mais il y a encore des frais, un fardeau financier associé au nettoyage des pistes, au transport médical d'urgence. Il y a beaucoup de choses que les aéroports font encore et ils n'ont pas de soutien financier ciblé pour eux. Donc, c'est bien beau subventionner les compagnies aériennes, mais c'est pas ça qui fait vivre les aéroports. Et là, encore une fois, on a vu ce qui s'est passé avec Air Canada, qui a abandonné les régions complètement l'été dernier. Alors, on ne veut pas rejouer dans le même film. On ne veut pas que le gouvernement resubventionne Air Canada pour qu'il revienne ici, qu'il donne le service pendant le temps qu'il lui chante, puis qu'après retourne. C'est pas ça qu'on veut. Donc, on veut une solution régionale, fiable, durable, qui assurerait, oui, exactement, qui assurerait une desserte aérienne ici en région, à travers les régions, mais aussi pour aller dans les grands centres. Et on n'a pas encore de son de cloche. On en a parlé de Régionnaire. Il y avait d'autres projets sur la table aussi. On attend de voir quelle solution le gouvernement va choisir. Mais bien entendu, si vous parlez à d'autres élus municipaux ici ou n'importe qui, les gens s'entendent pour dire qu'ils ne veulent pas revoir Air Canada ici, mais ils veulent voir les Pascan de ce monde, les plus petites compagnies qui, au moins, sont là pour offrir un service à long terme. Puis qui réduirait aussi les prix, je crois. Parce que c'est ça, moi, je pense qu'on entend beaucoup parler. Ça coûte pratiquement aussi cher d'aller à Montréal en avion qu'aller dans un autre pays. Là. C'est quand même très, très, très dispendieux. Donc, baisser les prix aussi, ça serait vraiment intéressant de penser à ce dossier-là. Ottawa débloque 1,3 million pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Puis, la région, on va avoir un peu de cet argent-là pour nous aider. Exactement. Mais en fait, il y a 4 SADC dans mon comté. La SADC de la Matapédia, de la baie des Chaleurs, de la Matanie et de la Métis. Les 4 vont se partager 1,3 million, donc un assez gros montant. C'est en fait les Développement économique Canada qui donnent de l'argent à travers les SADC pour qu'elles viennent en aide aux petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Et c'est ce qu'ils avaient fait en début de pandémie, je dirais. Là, ils avaient offert un soutien financier et ça a relativement bien fonctionné. Il y a eu des accompagnements de fait aux entreprises. Il y a eu, de l'argent qui a été donné, mais il y a eu sous forme de prêt aussi. Et je pense que le gouvernement s'est rendu compte de la nécessité de renouveler cette enveloppe-là. Donc, ils ont annoncé ça la semaine dernière. Et pour notre comté, bien, ce sera 1,3 million de dollars. Alors, j'ai discuté avec les représentants des SADC de la région qui sont très contents de voir cet argent-là, qui savent que les entreprises de la région ont encore besoin
d'aide et c'est bien normal. Ça va faire 1 an en mars, avril déjà. Le premier anniversaire de la pandémie arrive déjà. Là. Oui. Je veux dire, on est là-dedans depuis un bon bout et on risque d'y être encore. Donc, c'est certain que nos petites entreprises, pour se sortir de la tête de l'eau, ont besoin de soutien financier. Puis, ça peut passer par les SADC. Là. Donc, oui, ça va être très apprécié. En finissant, j'ai envie de te demander, parce que j'ai pas encore parlé à Pascal Bérubé, le député provincial, puis je sais que ta circonscription de Matane, présentement, 2 éclosions, donc qui se passent présentement dans 2 résidences pour aînés. Donc, je sais pas si tu peux un peu nous en parler. Oui, malheureusement. Situation qui est assez critique à Matane en ce moment. Je viens de le dire, on est là-dedans depuis tellement de mois qu'on dirait qu'on en oublie les bases, là, on oublie le masque et tout ça, mais il faut redoubler d'efforts, puis ça, c'en est le signe, là. Bien entendu, ça se passe dans des résidences de personnes âgées, alors c'est encore plus triste, si vous voulez mon avis, là, parce qu'on sait que c'est plus dangereux pour les personnes âgées. Alors vraiment, je veux envoyer un message à la population de redoubler l'effort, de faire attention. À Matane, c'est pas évident. Ça a été le cas dans la baie des Chaleurs aussi, un peu plus tôt à Maria. Ça s'est stabilisé, mais il y a eu des décès. Donc, je veux offrir ma solidarité à toutes les personnes qui sont touchées, puis bien entendu, mes sympathies à la famille, aux proches des personnes qu'on a perdues à Matane. Et c'est ça, il faut faire attention encore, vraiment. Là, la situation est loin d'être sous contrôle. Par contre, on a des rencontres régulières avec le CI3S, les élus municipaux, les députés provinciaux aussi de tout le Bas-Saint-Laurent. Et on avait déjà eu ces discussions-là, qu'on craignait que la région devienne une zone rouge. Et je pense que c'est une des craintes aussi en ce moment avec ces 2 nouvelles éclosions-là. Mais on veut s'arranger pour que, justement, stabiliser la situation à Matane et peut-être pas que le Bas-Saint-Laurent au complet soit dans la même situation, parce que ça a un impact sur les entreprises, les restaurants, les hôtels. Alors, on ne veut pas nécessairement se rendre là. On est séparé par MRC. Exactement. Donc, c'est pas chose faite. La dernière fois, moi, j'avais eu une communication avec M. Arruda qui m'assurait que le Bas-Saint-Laurent n'était pas prêt à passer en zone rouge. Pas du tout, mais bon, l'eau a coulé sous les ponts depuis. Là. Il n'y avait pas eu les éclosions de Matane. Donc, vraiment, redoublons d'efforts. Puis, on va finir par s'en sortir. Mais ça nous rappelle que c'est loin d'être fini là, en ce moment, puis c'est critique à Matane. Oui. Puis le CI3S rappelait que c'est souvent quand on baisse la garde que des éclosions arrivent. Donc, c'est pas parce que dans nos régions, on est moins affecté que pas Matane, mais Montréal-Québec, on est protégé. Là. Donc, Exactement. Il faut rester à l'affût. Bien, merci beaucoup, Christina Michaud, la députée fédérale de notre région. Puis, merci, on a vraiment fait le tour. Oui. En espérant qu'on va être correct pour quelques semaines. Bon, merci.